Salut à tous, c'est Pixel, on se retrouve pour les critiques, ça y est, après ce voyage à Walt Disney World. Je suis donc en cours de montage de l'épisode 2, je vous fais un petit point info avant que ça commence. C'est pour ça que cette critique de Ghost in the Shell a peut-être un petit peu tardé. Contrairement à d'habitude, ça va être une critique à froid. J'ai vu le film la semaine dernière, d'habitude je vous fais toujours mes critiques environ 24 heures après la séance du film. Ici c'est pas du tout le cas, donc je vais vous demander de prendre ce petit détail en compte. Ce qui fait que je n'ai aucune idée du temps que va durer à peu près la critique, mais peut-être un peu moins que d'habitude, j'en sais rien. Généralement c'est entre 18 et 25 minutes, ça pourrait être moins, je sais pas. Voilà, mais toujours est-il que aussi, La Belle et la Bête, comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo de Bienvenue à bord, en Floride dans l'épisode 1, la critique de La Belle et la Bête est donc reportée, mais ça devrait pas tarder là, ça devrait pas tarder, juste qu'elle aurait dû sortir au moment de cette critique de Ghost in the Shell, mais Ghost in the Shell est arrivé avant. Mais parlons sans plus attendre tout de suite donc de ce film, de Ghost in the Shell, un retour gagnant, donc un film de Rupert Sanders. Un réalisateur qui a uniquement réalisé, je crois, Blanche-Neige et le Chasseur, parmi les... Oui, il me semble que c'est ça. Comment vous dire? Alors pour Blanche-Neige et le Chasseur, je l'ai vu une fois ou deux. Je ne garde pas un souvenir mémorable, non, bon, enfin voilà. Je saurais même plus dire si c'était une catastrophe ou pas, si c'était vraiment mauvais. À mon avis, c'était très moyen, tout simplement. Il me semble que c'était avec Kristen Stewart d'ailleurs. Enfin voilà, bref, donc c'est ce qu'il a réalisé. Et ici, donc, on le retrouve donc sur Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson et Juliette Binoche. Ne me demandez absolument pas le reste du casting, je ne le connais absolument pas. Il me semble qu'il y a une partie de casting japonais et une partie de casting américain. Et on va parler aussi un petit peu de production pour commencer, on en parle rarement, donc autant y venir. Ça aurait dû être produit par ABC et Disney qui a lâché le projet. Et au final c'est Paramount. Alors DreamWorks était toujours dedans je crois depuis le début. Ghost in the Shell c'est un manga à la base. Et il me semble que DreamWorks a déjà fait plusieurs adaptations en films d'animation et autres, certainement pour un format sur la télévision. Et donc DreamWorks est toujours là et cette fois-ci c'est aux côtés de Paramount qu'ils vont produire le film. Mais c'est dommage de voir que Disney aurait pu être derrière tout ça, ça aurait peut-être pu être intelligent, mais ils ont lâché le projet. Donc ça donne un film pas trop mauvais. Encore une fois, c'est vraiment une critique à froid, je me rappelle de plus grand chose, enfin quand même. Mais par rapport à d'habitude où je suis vraiment encore dedans, où j'ai plein de choses à vous raconter, où le film est encore ancré dans ma mémoire à court terme, ici, même des gens sortant du film la semaine dernière, je me disais c'est bien mais ça va pas très très loin. C'est quand même un film avec un budget de 110 millions de dollars. Bon déjà faut dire que Scarlett Johansson fait tout le taf du film, c'est le gros problème. On l'avait déjà retrouvé dans Lucy où elle avait le même genre de rôle à peu près, où elle était vraiment très froide, très neutre. On avait affaire à un personnage totalement inhumain. On n'avait plus affaire à une femme. Là dans Ghost in the Shell, c'est un personnage robot. Mais pas seulement. Ça va être la petite différence entre Lucy et Ghost in the Shell. Lucy, elle perd toute humanité petit à petit, que dans Ghost in the Shell, c'est plutôt l'inverse. Elle va faire un parcours initiatique, pour retrouver ses souvenirs et son humanité. Voilà, et... Pareil en termes de scénario, de synopsis, ça se passe dans le futur, au Japon, je dirais Tokyo, mais j'en suis vraiment pas sûr. Le film apporte peu d'informations à ce niveau-là. On est dans une ville asiatique, certainement japonaise, sûr, parce que c'est quand même un manga. Donc une organisation qui paraît un peu gouvernementale, un petit peu top secrète, où ils utilisent des humains qui ont été optimisés avec des trucs cybernétiques, enfin ils sont à moitié robots, à moitié humains, et ils s'occupent donc de chasser les terroristes, les criminels à peu près. Et donc le personnage de Scarlett Johansson, dont je ne me rappelle absolument pas le nom du personnage, fait partie de cette organisation et traque donc des criminels, des attentats, ce genre de choses. On en apprend pas mal sur le personnage de Scarlett Johansson. En fait, on sait qu'elle a eu un accident dans le passé, et donc une équipe de médecins et de scientifiques ont uniquement récupéré le cerveau de son corps pour l'implanter dans un corps totalement synthétique, qui est donc le corps un nouveau corps totalement robotique, qui a un aspect humain, comme on peut le voir aussi dans la bande-annonce, mais qui lui permet donc d'avoir des aptitudes physiques et aussi mentales, par exemple, qui sont totalement supérieures à des capacités humaines. Le problème, c'est qu'il y a une énorme pauvreté sur les seconds personnages. À part son pote, et encore, le pote qu'elle a qui va se faire griller les yeux pendant l'explosion et qui va se les faire remplacer par des espèces de jumelles implantées dans son crâne,
C'est le seul perso assez sympathique, assez développé. Après, pour le reste, on a aussi le personnage, en fait, c'est leur patron, je crois, qui parle non-stop japonais. Mais j'ai pas compris, parce qu'il n'y a jamais un dialogue totalement en japonais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ce personnage va parler, il va parler japonais, et les autres personnages vont lui répondre, suivant la version que vous regardez, en français ou en anglais. À quoi ça sert de faire parler un personnage japonais s'il n'y a pas un dialogue en japonais? Il faut que ça se réponde, je sais pas. Ou alors faites-le parler en français ou en anglais. J'ai pas compris le délire de le faire parler japonais, vraiment pas. Et donc le film sinon reprend à peu près la base d'une quête vers l'identité, vers la vérité, avec un mensonge, avec des terroristes dont on se pose des questions, sont-ils vraiment les méchants de l'histoire? Ne sommes-nous pas manipulés depuis le début? Et l'histoire prend place dans un cadre et dans un décor très soigné. Là, il n'y a pas à dire, on sent que les 110 millions sont passés surtout là-dedans. Le côté futuriste est au top. On dirait pas pour autant une utopie, c'est pas comme dans à la poursuite de demain par exemple. C'est pas un futur qui fait rêver, c'est un futur très froid. La lumière est très peu utilisée, enfin très sombre. On a vraiment un cadre très sombre, on joue plutôt sur du gris, sur une météo maussade, sur des bâtiments qui ne sont pas luminescents. Par exemple, on n'a pas affaire à des néons, à beaucoup de lumière, d'électricité, ce genre de choses futuristes. Non, c'est un cadre plutôt froid, plutôt pluvieux aussi pendant le film, avec énormément de robots, c'est vrai, avec... on a des énormes projections gigantesques de publicité, on dirait, avec des formes, des personnages qui sont projetés dans la ville en géant, comme une enseigne lumineuse. Je crois qu'on a des geishas, on a des enseignes lumineuses, des pubs, ce genre de choses pour tous les commerces, pour tous les restaurants, tous les services que propose cette ville. On se retrouve aussi dans des endroits intérieurs qui sont pas mal, qui sont vraiment... on reconnaît la culture japonaise, en fait c'est vrai qu'on la reconnaît, mais c'est vraiment jamais expliqué, c'est vrai, pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe spécifiquement au Japon. Et ce qui est un peu dommage, c'est que, par exemple, dans le film, on ne va pas non plus savoir ce qui se passe dans le reste du monde. C'est peut-être un petit peu trop centré sur le Japon, ce qui n'est pas non plus un mal, hein, pourquoi pas, mais on est totalement coupé du monde extérieur, de la campagne japonaise, du reste de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, du reste du monde, de l'espace ou quoi. Non, ça reste très très cantonné dans cette ville, on ira nulle part et toute l'action, tout le déroulement et tout le développement se passe ici. Un truc aussi qui contribue au fait que c'est un futur vachement froid, c'est qu'il y a quoi? Il y a peut-être 10 arbres dans le film. Pas plus, j'en ai peut-être vu un ou deux à un moment, plus ceux que j'ai pas comptés, que j'ai pas forcément vus, il y a 10 arbres dans le film. C'est un contexte forcément hyper urbain, avec des bâtiments, du métal, forcément des gratte-ciel, ce genre de choses. C'est pas du tout un cadre naturel, il n'y a aucune surprise à ce niveau-là, et je pense que la bande-annonce n'était pas trompeuse non plus là-dessus, c'est clair. Mais du coup, ça reste vraiment cantonné dans ce cadre-là, qui est plutôt soigné, mais duquel on ne va pas beaucoup sortir et qui n'ira pas extrêmement loin. C'est peut-être juste les petits reproches que je fais au film. En guise de message aussi, de thèmes abordés, d'histoire, de toute l'intrigue du film, c'est un petit peu surprenant. Il y a peut-être une scène ou deux où oui, effectivement, là, on se pose la question avec le personnage, mais ça va pas non plus trop loin. C'est assez simpliste, et on a encore affaire à la remise en question de l'intelligence artificielle, chose qui se fait dans beaucoup de films, bien sûr. C'est plutôt intelligent, là, dans Ghost in the Shell, c'est pas dégueulasse du tout. Mais c'est fait sans une grande originalité, et il me semble que j'ai déjà dit, oui, enfin au cas où, c'est vraiment Scarlett Johansson qui tient tout le film, c'est autour de elle que tout va se passer, il n'y a pas vraiment d'intrigue sur d'autres personnages, si ce n'est le méchant du film. Sinon après pour le reste, non, il n'y a aucune intrigue en parallèle qui soit vraiment importante et qui prenne place dans le film avec beaucoup d'ampleur. Et il paraît que c'était Margot Robbie à la base qui devait jouer le rôle. Alors tant mieux, c'est bien que ce soit Scarlett Johansson parce qu'elle s'en sort très bien, vraiment. Elle a déjà été boostée, enfin elle a déjà été rodée dans Lucy, donc très très bien. Et j'aime bien aussi le truc sur Scarlett Johansson, c'est que je ne sais plus si on sait l'âge l'âge du personnage de Scarlett Johansson quand elle est morte, quand elle était vivante. À quel âge elle est morte, en gros c'est ça que je voulais dire. Je ne sais plus si c'est dit dans le film, mais avec Scarlett Johansson dans son aspect robot, ce qui est super bien, c'est qu'on n'arrive pas à lui donner d'âge. Enfin, on le soupçonne, mais on ne saurait pas dire à quel âge vraiment, quel âge ils ont essayé de lui donner dans son aspect robot.
Elle pourrait très bien avoir 15, 20, 30, 40 ans, pas plus peut-être, voilà. Mais on a fait quelque chose de vraiment neutre, de robotique, mais de très, voilà, de très synthétique, qui n'a vraiment elle n'a plus grand chose d'humain, si ce n'est quelques sentiments, quelques souvenirs. Sinon, en termes de message, le déroulement du film ne m'a globalement pas surpris, ça reste un peu dans la même veine par exemple que les Terminator ou ce genre de choses, avec un petit côté plus gentillet, avec un petit peu d'action, mais ça vaut pas non plus le détour, je trouve. Le côté film d'action n'est pas non plus... c'est un petit peu développé, c'est sympa à voir, je vais parler aussi de la 3D, mais il n'y a aucune scène qui m'a marqué, il n'y a aucune scène clé, je pense, dans le film, c'est un peu dommage, tout s'enchaîne très très bien, mais il n'y a pas de scène majeure, de scène émouvante, de scène marquante. En termes de musique, j'ai tout oublié, je saurais pas vous dire, je ne sais même plus si j'avais vraiment retenu quelque chose, mais dans le doute, je vais pas trop me prononcer. Donc voilà, en fait, il y a pas mal de choses qui sont pas trop mal, mais qui valent pas forcément le détour autour de ce film. Et la 3D, c'est encore pareil, hein, je me rappelle pas avoir vu beaucoup de relief, beaucoup de profondeur, rien qui sorte de l'écran. J'y suis allé le jour de sa sortie, c'était le 28 mars dans mon cinéma. D'ailleurs, je crois que c'était peut-être même une avant-première, puisqu'il me semblait que c'était le 29 mars qui sortait au National en France. Oui, il me semblait que c'était ça. Et voilà, donc du coup j'ai eu la séance 3D obligatoire, mais bon. This is just the beginning. La 3D était propre avec le décor futuriste, hein, ça s'y prête tout à fait, mais pareil, à voir en 2D, sinon oui, la 3D ne vaut pas le détour non plus. Donc voilà, un tout petit retour gagnant pour Ghost in the Shell, hein, à voir peut-être à la télé un samedi, quand vous savez pas forcément quoi regarder, à voir si vous aimez beaucoup Scarlett Johansson, là elle va encore vous faire rêver bien sûr, quelque chose aussi de très érotique avec elle, quand elle retire son costume par exemple, mais on voit juste les formes de son corps, mais pas les détails. Mais c'est soigné, c'est propre, il y a un bon pitch de départ, il y a peut-être un manque de développement autour de l'intrigue et des personnages, un manque d'appui. C'est vrai qu'on pourrait peut-être insister sur plus de choses encore que sur le visuel du film, qui lui est plutôt cool, plutôt sympa et réussi, ça c'est vrai. Mais en dehors de ça, après, le contenu ne transporte pas beaucoup, manque d'originalité, je sais même pas s'ils ont prévu une suite ou pas, peut-être, qui sait. Ça serait pas trop mal, pourquoi pas. Mais il va peut-être falloir pousser un peu plus loin, manque de charisme autour de certains personnages, manque de personnalité, manque d'attachement peut-être aussi forcément, avec tous ces personnages qui sont très froids, qui sont très droits, qui n'expriment pas forcément beaucoup leurs sentiments à cause justement de tous ces trucs robotiques qu'ils ont en eux, de tout ce truc cybernétique qu'on leur a foutu dans le corps, bah ça fait très... Ouais, ça fait très froid, ça manque de beaucoup de sentiments, de rire, de tout ce qui fait un humain, quoi, les pleurs, les rires, tous nos sentiments sont très absents du film. Et c'est peut-être un peu dommage, c'est peut-être voulu, je ne sais pas, mais ça fait que le film, je le retiens un petit peu, mais je le retiens pas, il fera partie d'aucun de mes films marquants de cette année, tant dans le négatif que dans le positif. Ici s'achève donc cette critique retour gagnant pour Ghost in the Shell, et on va passer au bac retour dans un petit moment. Pourquoi pas? Pourquoi pas, à vous de voir, je vous conseille peut-être d'aller voir Ghost in the Shell. Salut à tous. Salut à tous, bienvenue dans ce bac retour. Merci encore à vous tous, mes abonnés qui êtes de plus en plus nombreux, hein, ça j'arrête pas de le dire, c'est vrai, mais bon, en même temps je m'y attendais un petit peu avec les vidéos de Walt Disney World, je le savais. Merci à vous de me suivre, merci énormément pour tous vos gentils commentaires, pour vos encouragements, pour votre enthousiasme aussi à certains que je n'attendais pas autant. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup et je suis content de voir que cette aventure vous plaît, n'est pas terminée bien sûr, il reste encore 3 vidéos à publier. Je suis en plein montage donc de la vidéo d'Epcot, l'épisode 2. Je tenais aussi à vous dire que l'appareil, ma caméra, enfin mon appareil photo, n'a peut-être pas été hyper adapté à certains moments en termes d'image, il y a peut-être quelques petits flous, il y a peut-être quelques petits accros sur le micro, et je m'en excuse d'avance, voilà, mais avec le budget que j'ai dû mettre dans ce voyage, j'ai pas forcément pu non plus réfléchir à changer d'appareil photo ou de caméra, c'est encore prévu, c'est à voir. C'est vrai que je ne suis pas avec un super appareil photo pour l'instant pour mes critiques et pour mes vidéos des parcs, mais je m'en contente pour l'instant. Excusez-moi d'avance pour la qualité si jamais elle est un petit peu moyenne de temps en temps, mais voilà.
Toujours est-il que voilà, les vidéos vont suivre leur cours. Il va d'abord falloir donc que je monte Ghost in the Shell et que je fasse aussi la critique de La Belle et la Bête, ce qui va prendre peut-être un petit peu de temps. Donc les critiques de Walt Disney World vont arriver, ne vous en faites pas, mais il faudra peut-être patienter un petit moment pour certaines. Voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi ce bac retour, on se retrouve très rapidement. Ah, petite chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que cette année, j'ai le pass Astérix aussi. Il m'a été offert, donc peut-être plus de, certainement même, c'est très sûr, plus de vidéos de Bienvenue à bord au parc Astérix vont s'annoncer. J'ai toujours mon pass Disney, il est bon jusqu'à septembre 2017, donc il va y en avoir encore tout l'été aussi des vidéos à Disney, ne vous en faites pas. On va continuer. Pour l'instant, petite pause donc des vidéos de Bienvenue à bord, puisque Pegasus Express n'a pas ouvert donc avec le parc Astérix. Inutile de faire une vidéo donc tout de suite en avril, on va attendre. Reprise des vidéos de Bienvenue à bord certainement au mois de mai, vers mi-mai je pense. Voilà. Donc voilà, je vous ai tout dit, on va clore ce bac retour immédiatement. Et la prochaine vidéo postée sera donc l'épisode 2 à Epcot, donc de The Lonely Fox in Discovery. Voilà, ça arrive rapidement, je vous mets ça tout de suite le plus rapidement possible. Et à la prochaine. Salut à tous.